Et si la personne que tu ignores chaque jour était celle que Dieu avait envoyée pour te guérir, tu l'as jugée trop vite. Et maintenant, il est peut-être trop tard. Tu l'as vue passer et tu as détourné les yeux parce qu'elle n'entrait pas dans tes codes, parce que son manteau était trop vieux, parce que son silence te mettait mal à l'aise. Lucas ne savait pas pourquoi cette fille, assise tous les matins à la même station de métro, lui provoquait un malaise. Elle ne tendait pas la main, elle ne parlait pas, elle ne regardait personne, mais chaque jour, elle était là, dos contre le mur froid, les mains posées sur les genoux, les yeux fixés au sol, comme si elle retenait le monde entier de s'écrouler. Il l'avait jugée en un clin d'œil, comme un livre dont on ne lirait même pas le résumé. Encore une paumée, avait-il pensé, et pourtant, il ne savait rien d'elle. Ce matin-là, la pluie tombait sans interruption. Les gens passaient plus vite, les parapluies s'entrechoquaient, le ciel était gris comme une fatigue qu'on traîne depuis l'enfance. Lucas, en retard, manqua de glisser devant l'entrée du métro. Et c'est elle, cette inconnue, invisible, qui tendit la main. Une main fine, tremblante, mais solide. Un regard furtif. Et ce geste simple le désarma. Il bredouilla un merci. Mais elle détourna déjà les yeux. Quelque chose se fissura en lui. Une pensée, une honte. Pourquoi est-ce que je ne l'ai jamais regardé vraiment? Le soir même, Lucas prit un carnet. Il écrivit une seule phrase. Je ne veux plus fermer les yeux sur ceux qui souffrent en silence. Mais ce n'était que le début, parce que le lendemain, tout allait basculer. Et ce qu'il allait découvrir sur elle allait changer sa propre histoire. Le lendemain, Lucas décida de lui parler. Pas un discours, juste un mot, un regard. Mais quand il arriva à la station, elle n'était plus là. Le mur était nu, le sol mouillé. Le vide faisait plus de bruit que la foule. Il attendit. 10 minutes, 20, rien. Et étrangement, une sensation familière naissait en lui. Pas de l'inquiétude, pas encore. Plutôt un manque, comme si une page avait disparu de son livre quotidien. Une page qu'il avait toujours ignorée, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Les jours passèrent. Chaque matin, son regard cherchait ce coin de mur, espérant retrouver la silhouette frêle, le manteau usé, ce silence étrange qui semblait prier sans mots. Un matin, il la vit, pas au métro, à l'hôpital. Il ne savait pas ce qu'il faisait là. Il avait suivi par instinct une vieille dame qui lui ressemblait, même yeux, même posture repliée, jusqu'au service des urgences. Et c'est là qu'il la vit, allongée, branchée, immobile, un nom griffonné sur le dossier à l'entrée de la chambre. Élise M. Lucas sentit son souffle s'arrêter. Il recula d'un pas, puis deux, mais quelque chose en lui hurlait de rester. Une infirmière passa. Il osa demander « Elle va bien ?» Un sourire triste, un soupir. Elle a été retrouvée inconsciente dans la rue. Elle ne parlait pas de papier, juste un carnet. Le carnet. Lucas leva les yeux. L'infirmière tenait un petit cahier noir. Reliure abîmée, page usée. « Je peux voir ?» demanda-t-il sans réfléchir. Elle hésita, puis tendit le carnet. Première page, une phrase à l'encre bleue, tremblante. « Je suis plus que ce qu'on voit. » Lucas sentit sa gorge se serrer. Il tourna les pages, des dessins, des prières, des noms raturés, des mots qu'on écrit quand on n'a plus de voix. Et au milieu de tout ça, une phrase qui lui déchira l'âme. Peut-être que quelqu'un verra enfin qui je suis avant qu'il ne soit trop tard.
Ce soir-là, Lucas ne dormit pas. Il revit chaque matin où elle était là, chaque silence qu'il n'avait pas compris, chaque occasion manquée d'aimer sans raison. Et il comprit, ce n'était pas elle qu'il jugeait, c'était sa propre peur. Le matin suivant, Lucas retourna à l'hôpital. Il avait le carnet contre lui, enveloppé dans une écharpe, comme on tient un trésor fragile. Elle dormait encore. Son visage amaigri semblait flotter entre deux mondes. Les machines chuchotaient des rythmes réguliers, presque apaisants. Le soleil perçait à peine les rideaux, dessinant sur le sol une lumière pâle, comme une promesse suspendue. Il s'assit, ne dit rien, mais il resta 1 heure, puis 2, et puis elle ouvrit les yeux. Lucas se leva d'un bond maladroit. Elle le fixa, sans surprise, sans peur, comme si elle l'avait toujours attendu. Il murmura « Je m'appelle Lucas ». Elle cligna des yeux. « Tu ne me dois rien », dit-elle d'une voix presque éteinte. Il secoua la tête. « Je me dois à moi-même de t'écouter ». Un silence tomba. Mais cette fois, il était doux, plein, vrai. Lucas posa le carnet sur la table de chevet. « Je l'ai lu. Je suis désolé. » Ses yeux s'humidifièrent, mais elle ferma les paupières. Puis parla, lentement, comme si chaque mot lui coûtait une cicatrice. « Je m'appelle Élise, j'étais professeure, littérature. J'avais une fille. Elle s'appelait Maëlys. Sa voix se brisa, les larmes coulèrent sans bruit. Lucas ne dit rien, il tendit la main. Et cette fois, c'est elle qui l'a pris. Elle reprit. Un accident, nuit de pluie, un conducteur distrait. Elle est partie. Et moi, j'ai quitté tout le reste, le travail, les amis, même Dieu. Un battement sourd dans la poitrine de Lucas. Il sentit ses propres larmes monter. Je me suis perdu et les gens me regardaient comme une ombre. Mais tu t'es arrêté. Même si c'était tard, tu t'es arrêté. Lucas posa sa main sur la sienne. Tu sais, tu m'as sauvé aussi, plus que tu ne crois. Le cœur d'Élise battait plus fort. Quelque chose changeait. Un fil invisible se tendait entre celui que seuls les cœurs brisés reconnaissent. Ils restèrent là, deux inconnus qui, en vérité, ne l'étaient plus. Car entre eux, il n'y avait plus de façade, plus de masques, juste deux âmes qui avaient enfin décidé de se voir. Les semaines passèrent. Élise sortit de l'hôpital. Pas guérie, pas encore, mais vivante. Lucas, lui, changea ses habitudes. Il ne courait plus. Il observait, il écoutait. Le monde lui semblait plus lent, plus fragile, plus réel. Chaque jour, il passait la voir. Parfois, il parlait. Parfois, elle lisait. Parfois, il ne disait rien et c'était suffisant. Le silence n'était plus une distance, il était un refuge. Un après-midi, ils s'assirent sur un banc près d'un vieux saule. Les feuilles tombaient en pluie douce, dorées par l'automne. Élise tendit à Lucas une photo. Froissée, une fillette, sourire immense, robe rouge, Maëlys. Elle adorait les mots, dit-elle. Elle écrivait des histoires sur tout, même sur les nuages. Lucas sourit, les yeux humides. « Tu veux qu'on en écrive une pour elle ?» Elle hocha la tête. « Oui, une où la fin n'est pas une fin. »
juste un recommencement. Alors ils écrivirent une histoire de lumière dans l'ombre, de bonté cachée dans le froid, d'un garçon trop pressé et d'une femme trop brisée, et de ce moment où l'un a vu l'autre enfin. Un jour, dans un centre culturel du quartier, Lucas lut leur histoire à voix haute. Des enfants écoutaient, des mères pleuraient. Même les murs semblaient retenir leur souffle. À la fin, il posa le carnet et dit « Ne jugez jamais l'histoire d'un cœur par les plis de ses vêtements. Car parfois, ce que vous appelez faiblesse est en réalité une force silencieuse. » Élise était dans la salle. Elle souriait, pas pour elle-même, mais parce qu'en lui, elle avait vu la guérison de deux vies. Et quand ils sortirent ensemble, bras dessus, bras dessous, un passant les regarda, puis détourna les yeux. Ils ne savaient pas. Mais eux, oui, ils savaient que le vrai miracle, c'est de voir enfin ce que les yeux ne montrent pas, et d'aimer ce qu'on avait un jour ignoré.